Votre nouveau livre, ça s'appelle « C'est arrivé la nuit » chez Robert Laffont. C'est le dernier né, mais d'une saga finalement. Ça va être une trilogie. Oui, il y aura 3 tomes. 3 tomes. Le deuxième est en cours d'écriture. Le deuxième, oui, sortira au premier trimestre. D'accord, donc vous l'avez terminé. Il est fini, oui. Enfin, presque. Un livre n'est jamais fini, mais... Ah oui, vous remettez un petit peu... Il était... Oui. Alors, il y a exactement 20 ans, évidemment, on va reparler de ce livre qui est passionnant, qui colle vraiment au plus près de notre actualité, de nos soucis, même pour le futur. Mais il y a 20 ans, vous publiez votre premier roman qui s'appelait « Et si c'était vrai ?» Il est un peu prémonitoire, finalement, ce titre. Vous vous dites parfois, c'est fou, est-ce que tout ce qui m'arrive est vrai ? Tellement votre vie a basculé quand vous êtes mis à écrire et à être publié. Oui, bien sûr. En fait, je me dis surtout, est-ce que je mérite cette chance ? Donc, ah bon oui, bien sûr. Donc, vous travaillez voilà, donc du coup, vous voyez, ce complexe de judéo-chrétien dont on ne se défait jamais. Et donc, du coup, je travaille énormément, mais vraiment beaucoup, pour essayer de mériter la confiance que les lecteurs m'accordent depuis tant d'années. Et puis, cette chance incroyable de vivre ce rêve éveillé, oui. C'est intéressant quand même, ce terme de mériter. Comme si... Vous savez, j'ai eu la chance de commencer ma vie d'homme en travaillant à la Croix-Rouge. Et j'ai pas fait grand-chose d'important à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a fait beaucoup pour moi. Mais je peux vous assurer que le plus grand écrivain du monde ou le plus grand chanteur du monde est tout petit dans les mains de l'infirmier ou de l'infirmière qui le soigne. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, que j'ai toujours gardé à l'esprit. Et je vois ce métier, je vis ce métier... ni plus ni moins important que le métier de n'importe quel artisan qui fait partie de la chaîne des métiers qui forment la société. Et donc, à chaque écriture, je me remets en cause, et à chaque écriture, je me dis, mais il faut travailler pour mériter la confiance que les lecteurs vont m'accorder, et surtout le temps. Parce que finalement, le plus beau cadeau qu'un lecteur fait à un écrivain, c'est le temps de sa vie qu'il lui donne pour lire l'histoire qu'il a écrite. Il y a 20 ans, au moment où ce premier roman sort, est-ce que vous avez l'impression, à ce moment-là, que vous avez réalisé un rêve, puisque le roman est publié, et vous n'imaginez pas tout ce qui arrivera derrière? Honnêtement, non, pas du tout. D'ailleurs, je peux vous dire, je suis au moment où il va être publié, je suis totalement inconscient. Je ne me rends pas du tout compte, d'abord, de ce qui m'arrive. Ouais. 2, je pense que ça ne va pas du tout... C'est déjà une fin en soi? Non, mais j'avais écrit cette histoire pour écrire une histoire à l'homme qui allait devenir mon fils. Je n'avais pas l'intention de le publier. Grâce à l'acharnement de ma sœur, je l'envoie à un éditeur. Oui, parce que votre sœur qui a du flair sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ma sœur qui est et dont c'est le métier metteur aussi. En scène et scénariste aujourd'hui, mais à l'époque, elle l'était pas. Elle était scénariste et elle avait travaillé dans des comités de lecture. Donc en le lisant, elle m'avait dit « tu vas être publié ». Mais moi, c'était pas du tout une... Je savais même pas ce que ça voulait dire être publié. Je m'en suis rendu compte, pour tout vous dire, je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait en rentrant au bureau le lundi matin, après être passé dans l'émission de Bernard Pivot, Bouillon de culture. Et là, j'ai croisé 3 collègues de bureau qui étaient des armoires à glace et qui m'ont dit... Je travaillais dans la construction, vous voyez, donc dans l'univers des chantiers. Vous étiez architecte d'intérieur? Je dirigeais un cabinet d'architecture et une entreprise générale. Ouais. Et donc, je suis tombé sur 3 amis contremaîtres, enfin des gens avec qui je travaillais, qui m'ont dit « Ah, ben, on vous a vu chez M. Pivot, on va vous lire. » Ah, et là, ça devient réel. Et là, je suis rentré dans le bureau de mes camarades et je leur ai dit « il faut que je m'en aille ». Et 20 ans plus tard, à chaque fois qu'on nous présente, on dit l'homme aux 50 millions de livres vendus. Celui-là, je crois qu'il est tiré à 350 000 exemplaires. Il est sorti il y a à peine une semaine. Est-ce que ça vous arrive de vous dire mais ça va pas marcher? Est-ce que c'est un cauchemar récurrent? Ah ouais. Mais c'est pas... c'est pas dans la notion de ça va pas marcher, c'est pas une question de chiffres en fait. C'est ce qui est, moi, mon souci, c'est presque le contrat moral avec le lecteur. Oui, vous en avez parlé plusieurs fois, vous avez même utilisé le mot confiance. Oui. Ils vous font confiance? Non, mais c'est, comment vous dire, vous montez sur une scène, par exemple. Vous montez sur une scène. Je crois que, bon, bien sûr que le nombre de gens qui sont dans la salle, c'est important. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que ceux qui sont dans la salle soient séduits par le spectacle. Ouais. Et j'imagine que pour un comédien, il vaut mieux se produire devant 50 personnes qui sont folles de bonheur et d'avoir l'humilité d'une petite salle que de se produire devant 5000 personnes et de faire un bide. Ouais. Donc la peur, c'est un moteur aussi.
Oui, c'est un moteur d'exigence de se remettre au travail en permanence, de tout. Alors, le travail, parlons-en. Vous parliez de votre métier comme celui d'un artisan. Vous touchez à différents domaines. Il y a eu des romans, plus des romans d'amour, des romans d'aventure. Là, on est plus sur un roman d'espionnage. Et ça vous a coûté un travail inouï, finalement, ce livre-là, d'enquête, d'investigation. C'est presque alors, on va raconter l'histoire, bien sûr, mais c'est presque un travail journalistique que vous avez accompli. Oui, c'est 3 ans d'enquête. Oui, donc c'est un gros travail journalistique. Oui, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot, mais avec la chance que n'a pas toujours un journaliste, c'est qu'il y a très peu de journalistes qui peuvent demander à leur rédacteur en chef « J'aimerais bien avoir 400 pages dans le prochain journal ». Et 3 ans, avoir 3 ans pour écrire mon article. Ouais. Et, non, 3 ans encore. Il y a un personnage du roman qui est un personnage important, qui est la journaliste qui interviewe l'un des 9. Et qui est celle qui anime finalement la narration. Et elle est inspirée d'une vraie journaliste qui s'appelle Carol Cadwallader, qui travaille pour le Guardian, qui est une incroyable journaliste d'investigation, qui a risqué sa vie, qui a risqué beaucoup, qui s'est vue attaquée par... je dirais par les criminels en col blanc donc qu'elle dénonçait, et des gens extrêmement puissants qui s'en sont pris à elle et à son journal. Et pour moi, j'ai une admiration folle pour elle. C'est une de mes héroïnes, de mes héroïnes des temps modernes. Alors en tout cas, vous lui rendez particulièrement bien hommage, et à tous ceux qui se lèvent pour dénoncer des situations scandaleuses, intolérables. C'est un livre qui se passe un petit peu partout dans le monde, avec ces fameux 9 héros, des hackers, donc des pirates informatiques, qui pour des raisons très personnelles et différentes vont s'engager dans un combat. C'est un peu David contre Goliath, parce qu'ils sont tout petits face à des multinationales, et notamment l'industrie pharmaceutique. On est au cœur des sujets qui nous touchent en ce moment. Oui, et pourtant, je vous promets que quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je n'avais aucun pouvoir divinatoire. Oui, ce sont 9 Robin des Bois des temps modernes. Ils sont des gens qui ont des vies tout à fait ordinaires, bien qu'ils soient des personnages extraordinaires. L'une est enseignante de droit à la faculté d'Oslo. Il y en a un tient un petit restaurant gastronomique à Madrid. Il y en a une autre qui travaille dans une boîte de sécurité informatique, etc., etc. Mais je dirais que la nuit, ils comptent parmi les hackers les plus puissants du monde. Et ce sont des hackers qui, ce ne sont ni parce qu'il y a 3 catégories de hackers. Enfin, il y a ce qu'on appelle les black hats, qui sont les hackers criminels. Vous avez les white hats, qui sont en général des hackers repentis, qui travaillent dans la sécurité informatique. Il y a entre les deux, d'ailleurs, un combat assez passionnant d'ego, parce que il y a vouloir montrer qu'on crée un système infaillible, mais que l'autre va quand même, une forteresse que l'autre va pénétrer, etc. Et puis au milieu de ça, il y a une toute petite catégorie de hackers, mais qui pour moi sont ceux qui m'ont entraîné dans cette histoire, qu'on appelle les grey hats, qui sont des hors-la-loi, mais qui travaillent pour le bien. C'est-à-dire des gens qui se servent du hack pour faire les lanceurs d'alerte. Ce sont les Anonymous, pour être on avait beaucoup parlé d'eux. Ils sont peut-être encore plus virulents, c'était moins le cas. Oui, les Anonymous... Oui. Avec leur masque. Oui, c'est bien sûr. Alors, les Anonymous en font partie. Justement, dans le roman, je n'ai pas voulu... Cette image du hacker avec sa capuche et son masque, elle a été très utilisée. Là, ce sont des personnages auxquels on s'attache énormément. Je crois que vous en avez rencontré pour... Oui, j'ai dû en rencontrer, bien sûr. Forcément, vous avez mis un peu de ceux que vous avez rencontrés dans... Beaucoup. Et ils sont très secrets. C'est dur de les approcher. Mais oui, et c'est-à-dire que ce qui est fou dans le monde dans lequel on vit, c'est que les lanceurs d'alerte risquent plus gros que les criminels qu'ils dénoncent. Donc les gens ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné de la matière pour écrire mon roman et qui m'ont raconté aussi ce qu'ils avaient découvert, ce sont des gens qui, pour dénoncer vraiment ce qu'on j'appelle de la grande criminalité, sont des gens qui risquent, s'ils se font attraper, 30 ou 40 ans de prison. Ouais. Donc vous faites... Oui, parce qu'on parle quand même de sujets très graves. L'insuline coupée à l'eau, c'est une tragédie, entre autres. La manipulation des prix dans l'industrie pharmaceutique, et qui fait que dans des pays où il n'y a pas la sécurité sociale, les gens sont obligés de couper leur insuline. Bon, la manipulation des prix dans l'industrie pharmaceutique, ça fait 10 000 morts par an aux États-Unis.